Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au dernier webinaire de la commission gouvernance et éthique de l'année 2024. L'année est partie et passée tellement rapidement. Vous pouvez voir, au cas où c'est pas clair, cette visio sera enregistrée. Et je vous ai mis tous sur muet au cas où, nous sommes 60 attendus au webinaire de ce soir, donc ça fait beaucoup à gérer dans 1 heure avec des questions à l'oral. Si vous avez une besoin urgent de prendre la parole, vous pouvez vous-même vous enlever du muet, mais sinon, je vous encourage à mettre les questions dans le chat et Charlotte va essayer de les adresser au fil de l'eau. Donc, nous sommes ravis ce soir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Catherine Stavrakis. Je co-anime avec Sophie Leclerc et Stéphane Alaphilippe la commission de gouvernance et éthique. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir une intervenante très bien placée pour nous informer sur le sujet, parce qu'il s'agit de Charlotte Michon, avocate, animatrice du podcast Responsabilité sur les nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Charlotte a été aussi longtemps déléguée générale de EDH, l'entreprise pour les droits de l'homme, une association regroupant environ 30 entreprises françaises et internationales souhaitant retrouver un lieu d'échange pour une meilleure intégration des droits de l'homme dans les politiques et pratiques des entreprises. Avec ça comme présentation, Charlotte, je te cède la parole. Merci beaucoup, Catherine. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Catherine, n'hésitez pas à poser des questions via la conversation que je vois sur ma droite. Donc, aujourd'hui, on va parler droits humains, entreprises et droits humains, les essentiels. Donc, c'est vraiment les fondamentaux. C'est un sujet qui est très large, qui couvre beaucoup d'acteurs internes dans les entreprises, beaucoup de pratiques, qui bougent beaucoup parce que c'est un droit en construction et on va y revenir. Donc là, c'est l'idée de vous permettre d'avoir un panorama global, mais évidemment, on ne pourra pas tout traiter. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn notamment. Donc, 3 grandes parties, on va dire. Donc, le premier, c'est plutôt qu'est-ce que sont les droits humains et en quoi ça concerne les entreprises. Le deuxième, ça sera plutôt pour rapport aux risques juridiques, aux obligations juridiques qui pèsent sur les entreprises en matière de droits humains et notamment via le devoir de vigilance, qui est le moyen pour l'entreprise d'exercer sa responsabilité en matière de droits humains. On va y revenir. Et le dernier, c'est plutôt sur les enjeux pratiques liés à une démarche effective droits humains pour les entreprises. Alors, comme l'a dit Catherine, je travaille sur le sujet depuis un certain temps. Je travaille surtout pour des grosses entreprises. Je sais que, j'ai vu la liste avant, il y a aussi des plus petites entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Mais de fait, je travaille plutôt avec les grosses entreprises puisque c'est elles qui sont concernées par les obligations juridiques et qui vont arriver. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, j'ai un prisme nécessairement. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions plus spécifiquement sur vos activités propres ou par rapport à vos enjeux à vous et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Alors, concernant donc les droits humains et les activités des entreprises, des activités économiques. Alors déjà, peut-être définir, même si je suis sûre que tout le monde sait ce que sont les droits humains. Alors, le droit humain, droit de l'homme, je ne nie pas l'importance du vocabulaire, mais dans ma parole, ça veut dire exactement, évidemment, la même chose. La traduction officielle française reste droits de l'homme. La loi sur le devoir de vigilance parle de droits humains, mais en tout cas, c'est évidemment le même périmètre.
Donc, les droits humains, la définition est finalement assez simple, mais reste assez théorique. Les droits humains sont inhérents à tout être humain et ils visent à garantir la dignité de la personne humaine. Donc, là, on parle de droit international des droits de l'homme. Donc, c'est le premier texte fondateur, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948 et qui a été prise en réaction à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est pour ça que le concept de dignité est au cœur de la définition des droits humains. Alors, on dit que les droits humains ont 4 caractéristiques en droit international, donc ils sont universels, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Ils sont inaliénables, ça veut dire que même volontairement, on ne peut pas s'en séparer, et ils sont interdépendants et indivisibles, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, et que la réalisation de l'un est essentielle à la réalisation effective des autres. Alors, ils sont définis et on parle, et dans les politiques des entreprises et dans les attentes réglementaires des entreprises, on parle bien, enfin, à l'égard des entreprises, on parle de droits internationalement reconnus parce que ce sont des droits qui sont définis par les traités internationaux de protection et de défense des droits humains, et notamment ceux que vous voyez à l'écran, donc ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme, avec la Déclaration universelle dont je viens de vous parler, qui a été complétée par 2 traités, donc les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et un sur les droits économiques et sociaux, et avec les conventions fondamentales de l'OIT, donc de l'Organisation internationale du travail, sur les 5 droits fondamentaux que vous voyez à l'écran: interdiction du travail forcé et travail des enfants, non-discrimination, liberté syndicale, les droits de négociation collective et santé, sécurité au travail. Et donc, ces traités s'adressent aux États, hein, c'est du droit international public. En revanche, ils vont définir le contenu des droits que l'on s'attend que les entreprises doivent respecter, puisque ce sont à minima ces droits internationalement reconnus que l'on attend que vous respectiez partout où vous agissez, et notamment à l'étranger, et notamment même dans les pays, et je vais y revenir, où la loi nationale n'est pas suffisante pour atteindre ces principes internationaux. Et c'est pour ça que je vous ai mis à droite des exemples. Alors, c'est évidemment que des exemples de ce qu'on appelle politique droits humains des entreprises. Alors, si on regarde un peu les pratiques des entreprises du CAC 40, il y en a plus de la moitié aujourd'hui qui ont des politiques droits humains. Les politiques droits humains, c'est quoi? C'est la déclinaison finalement des engagements éthiques, des engagements RSE en matière de droits humains de l'entreprise public, évidemment, avec un engagement souvent signé avec un édito des présidents et qui donc fixe les attentes envers les collaborateurs, mais aussi prévient, si je puis dire, les partenaires commerciaux des engagements droits humains que l'entreprise prend et qu'elle s'attend donc en général à ce qu'ils respectent. Et quand on regarde ces politiques droits humains, et les premières j'en ai une en tête, BNP notamment de 2012, donc les premières datent déjà des années 2000, après la définition du concept de devoir de vigilance et de responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme. Elles faisaient déjà et elles font référence à ces standards internationaux comme minima à respecter partout où on opère, et c'est aussi dans le sens, je l'ai dit, des obligations réglementaires. Une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est quand même de caractériser en quoi les activités commerciales des entreprises peuvent impacter les droits humains. Alors, un petit préalable, c'est-à-dire que moi, je vais surtout parler d'impact négatif. Il est évident que les entreprises peuvent promouvoir les droits humains et peuvent aussi avoir des impacts positifs. Je pense à l'accès à l'éducation, par exemple, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Là, aujourd'hui, on va parler surtout de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains, qui est déjà de ne pas avoir des impacts négatifs sur les droits humains dans l'ensemble de ces activités. Donc, je vais me centrer sur les impacts négatifs, mais évidemment, vous le savez mieux que moi, ça ne veut pas dire que les entreprises ne peuvent pas avoir des impacts positifs. Donc, si on essaie de traduire un peu ce que ça veut dire quand on parle de droits humains et activités des entreprises, donc vous pouvez voir les différents enjeux à l'écran. Avant de détailler ces enjeux, si besoin, il y a la question des détenteurs des droits. Donc, les détenteurs des droits, c'est quoi? C'est les personnes que l'on cherche à protéger, dont les droits peuvent être impactés par les activités des entreprises. Et c'est ce qu'on appelle, et je reviendrai après dessus dans les démarches, les parties prenantes potentiellement impactées par les activités des entreprises. Et vous trouvez en bas un peu les grandes catégories de détenteurs de droits que l'on peut trouver. Et pour ceux qui connaissent la CSRD, donc la directive sur le reporting extra-financier,
Cela rejoint les normes sociales qui sont demandées par les entreprises, puisque les normes sociales de la CSRD sont finalement le spectre du droit humain et a une approche par partie prenante potentiellement impactée. Donc, on a évidemment vos collaborateurs, les travailleurs de l'entreprise elle-même, mais aussi les travailleurs de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on va revenir après sur les relations commerciales à inclure dans ce qu'on appelle cette chaîne de valeur du devoir de vigilance, les communautés affectées, donc notamment celles autour des sites, les riverains, et les consommateurs, utilisateurs finaux, les clients, les usagers, sur lesquels les entreprises peuvent aussi évidemment avoir un impact sur leurs droits humains, je pense en particulier au droit à la santé. Donc, cette question de détendeur de droit et ce réflexe d'arriver à cibler, à identifier les parties prenantes potentiellement impactées est vraiment indispensable quand on parle de démarche droit humain et de démarche droit humain effective. Si on prend maintenant les enjeux que ça recouvre, donc sans surprise, on a sur la barre du haut, si je puis dire, tout ce qui concerne les droits au travail, donc les droits des collaborateurs. Ah oui, il y a quelqu'un qui avait pris la main. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, excusez-moi. Donc, je reviens. Vous voyez les images là? Oui, tout à fait. Oui, parfait. Sur slide 4, c'est bien ça? Slide 4, oui, enjeux droits humains et détenteurs de droits. Oui. Non, slide 5 d'ailleurs. Enfin, c'est les petites images. Alors, il n'y avait pas fait, c'est quelqu'un, je crois, qui prend le relais en direct, synchronisé avec le mode présentateur. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris la main. Alors, je vais juste... je vois un nom, Philippe de Robert Hautecœur, qui apparaît. Je pense que c'est vous qui avez pris la main, pour une raison que j'ignore. Oui, pour une raison que j'ignore également. Alors, je ne attendez, sais pas comment ça se fait. Je vais reprendre la main. Ah, effectivement, quand je passe Vous pouvez passer les slides. la flèche, ça se met en surbrillance. Je vois arrêter le partage à la limite si j'arrête, mais si je le fais, vous reprenez la main ou ça risque d'effacer. Mais alors, je me demande vraiment comment ça se fait que j'ai la main. Je ne sais pas. Peut-être arrêter le partage et je reprends et je repartage direct. Je tente. Alors, j'ai arrêté le partage. Hop, je vais chercher. Cela étant, j'avais cliqué sur rien jusqu'à présent, donc. C'est possible, peut-être, si on met le curseur sur la presse, peut-être ça fait quelque chose. Il faudrait peut-être éviter de faire ça au cas où. Alors, ça recharge de mon côté. Hop, donc, on est slide 5. Donc, effectivement, je ne vais pas revenir sur les parties prenantes potentiellement impactées que vous voyez en bas. Et donc, on va passer au détail des grands enjeux droits humains en lien avec les activités des entreprises. Donc, sur la ligne du haut, il y a les droits sur les travailleurs, que ce soit vos collaborateurs ou ceux de la chaîne de valeur, avec les droits fondamentaux que je vous ai cités tout à l'heure, donc l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, le respect de la liberté d'association et de la négociation collective, qui est un droit fondamental en soi, c'est-à-dire le droit de ne pas adhérer ou d'adhérer à des syndicats et le droit de discuter sur les conditions de travail, mais qui est aussi un droit consubstantiel, on va dire, aux autres droits, puisque que ce soit en matière de santé et sécurité, que ce soit en matière de salaire décent, que ce soit en matière de conditions de travail en général, souvent l'effectivité de ce droit est liée à l'exercice même du dialogue social et du droit à la négociation collective. La non-discrimination sur l'ensemble de la carrière des travailleurs. Le salaire vital, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une notion définie par l'OIT, qui dit que l'entreprise doit fournir à ses collaborateurs
un salaire qui permet à son collaborateur, au travailleur et aux membres de sa famille de satisfaire ses besoins essentiels en termes d'éducation, logement, alimentation, etc. Et la question est que souvent, enfin déjà dans beaucoup de pays, le salaire minimum n'est pas forcément défini, donc c'est à l'entreprise de le faire. Et aussi dans beaucoup de pays, quand il est défini, il est souvent en deçà du salaire considéré comme vital pour permettre aux travailleurs et membres de sa famille de satisfaire les besoins essentiels. Donc, c'est une question, évidemment, droit humain, la santé et sécurité au travail, vous le savez, mais aussi la lutte contre le harcèlement. On a une convention de l'OIT sur la question du harcèlement qui est assez récente, la numéro 190. Les conditions d'hébergement des travailleurs lorsqu'ils sont fournis par l'entreprise. Et en bas, on a plutôt ce qui concerne, on va dire, les communautés locales ou les riverains, avec la question de la droit à la vie et la sûreté. Dans certains secteurs, par exemple, le recours à des forces de sécurité privées ou publiques peut être important et représenter un risque en matière de droits humains lié à l'usage de la force de ses propres prestataires de sécurité. Tout ce qui est droit à un environnement sain, donc ça c'est le lien avec les enjeux environnementaux de pollution, de gestion de déchets, de ressources en eau, et donc ça c'est en quoi ça impacte les personnes, leurs moyens de subsistance. Les droits fonciers et l'accès à la terre, ça peut être le droit de propriété par exemple en cas de déplacement de population, et l'idée qu'il doit y avoir une indemnisation juste et préalable. On a en matière de droits humains aussi les libertés individuelles, donc tout ce qui est respect de la vie privée, liberté d'expression, liberté de religion. Et là, c'est comment sur le lieu de travail, on peut respecter ces religions, même si évidemment, vous le savez, il peut y avoir des restrictions proportionnées à ces libertés, mais le principe reste la liberté. Et on a quelque chose sur lequel je vais revenir, qui est finalement la protection des personnes vulnérables, puisqu'il y a des personnes considérées comme plus vulnérables, plus exposées à des risques de violation du droit humain, qui sont définies, protégées comme telles en droit international. Il y en a une convention sur les droits des femmes et des enfants, les travailleurs migrants, les personnes handicapées. Et donc, là aussi, ils n'ont pas de droit spécifique, mais en revanche, ils ont une protection spécifique parce que plus exposés, plus marginalisés. C'est aussi le cas, par exemple, si vous êtes dans le secteur de l'énergie extractive des populations dites autochtones, qui, elles, ont des droits, un droit spécifique par rapport à leur attachement à la terre. Et c'est notamment le cas du droit à un consentement libre et préalable et éclairé. Et ça a des impacts pour les entreprises qui agissent à côté de ces terres et de ces populations autochtones. Ça, c'est un panorama assez global. Je ne sais pas si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Maintenant, si on passe à ce qu'on attend des entreprises et dans quelle mesure l'entreprise a une responsabilité en matière de droits de l'homme. Donc, ça nous vient de ce qu'on appelle la soft law. Je pense que vous êtes tous des juristes dans la salle, donc un droit contraignant, et c'est notamment les deux textes que vous voyez à l'écran, les principes directeurs des Nations Unies, donc relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, donc entre 2008 et 2011, et les principes directeurs de l'OCDE qui ont été révisés récemment, mais dont la première version date de 1976. Et donc, que nous dit la soft law sur cette question spécifique des entreprises et droits humains et qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, elle pose un principe de 3 piliers. Le premier, c'est que c'est l'État qui a la première obligation en matière de droits humains. C'est une obligation de protéger. Ça veut dire ne pas porter atteinte lui-même ou par ses démembrements, mais aussi de mettre en place les cadres juridiques, les lois, mécanismes de prévention pour éviter qu'il y ait une atteinte aux droits humains commis sur son territoire, soit par un autre individu, le droit pénal par exemple, soit par une entreprise. Donc l'obligation première, elle appartient aux États. Mais ce qu'on voit apparaître dans les années 2010, c'est la reconnaissance d'une responsabilité directe de l'entreprise et indépendante de celle des États, donc des entreprises, de respecter les droits humains, donc protéger, respecter. Respecter les droits humains, ça veut dire ne pas porter atteinte, c'est une responsabilité un peu négative de ne pas nuire. Alors évidemment, ça nécessite des actions positives, mais en tout cas, la responsabilité, elle est de ne pas porter atteinte aux droits humains de quiconque dans le cadre des activités commerciales. Et comment les entreprises peuvent assumer cette responsabilité de respecter, et c'est via ce qu'on appelle le devoir de vigilance, donc, que vous devez connaître. On va l'aborder à travers les obligations réglementaires, mais le devoir de vigilance, c'est quoi? C'est l'entreprise doit identifier et prévenir les impacts
potentiels négatifs qu'elle peut avoir sur les droits humains et donc doit mettre en place les processus pour les gérer, les atténuer ou les réparer si ils se déroulent. Et le troisième pilier, c'est la nécessité de permettre un accès au recours effectif à des éventuelles victimes de violations des droits humains commises par des acteurs économiques. Donc, on a la partie État, donc les tribunaux. On a aussi la partie État en termes de recours extrajudiciaire. Je ne sais pas si vous connaissez les points de contact nationaux de l'OCDE, mais donc c'est quelque chose qui est géré par les États et devant lequel toute partie prenante, personne, ONG, syndicat qui veut mettre en cause les activités d'une entreprise peut aller devant ce point de contact et dire que l'entreprise ne respecte pas les principes directeurs de l'OCDE. Et donc, alors s'installe, si l'entreprise accepte, une médiation. Donc, c'est bien un recours extrajudiciaire. Mais on a aussi dans ce pilier-là des attentes au regard des entreprises de mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre à toute personne qui se sent affectée par son entreprise de rentrer en contact avec elle, de montrer, faire connaître les impacts négatifs que l'entreprise a. Et donc, l'entreprise a une obligation de les traiter. Vous connaissez ça, c'est l'éducation par exemple, des dispositifs d'alerte éthique. Mais donc, c'est bien marqué dans le cadre de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Et ce qu'on a, et c'est là où c'est intéressant, on est dans un timing assez particulier. Donc, je vous l'ai dit, ce concept de responsabilité des entreprises en matière de droits humains, de devoir de vigilance, qui est l'outil finalement pour l'entreprise de s'assurer de sa responsabilité, a été défini dans les années 2010. Très vite, les parties prenantes ont utilisé ce concept de devoir de vigilance, de responsabilité des entreprises pour aller regarder les pratiques, challenger les entreprises. Donc déjà, les entreprises elles-mêmes, je l'ai dit, on a vu des politiques de droits humains qui sont arrivées de la part des plus grandes entreprises avec une référence au principe directeur des Nations Unies et du devoir de vigilance avant même l'obligation légale, mais aussi les agences de notation extra-financière qui ont adapté assez rapidement, les plus grosses, leurs questionnaires pour aller regarder comment les entreprises exerçaient leur diligence raisonnable. Les États ont adopté, même avant les lois, des plans d'action nationaux entreprises et droits de l'homme qui recommandaient aux entreprises et qui eux-mêmes se fixaient des actions, des mesures à prendre, des plans d'action pour pouvoir assurer les activités réglementées, les activités des entreprises en matière de droits humains, et évidemment la société civile avec les ONG et les syndicats. Et aujourd'hui, on passe à la hard law, donc à une question d'opposabilité du devoir de vigilance avec les lois dont je vais vous parler. Et c'est une obligation juridique en construction, puisque tant que c'était des principes volontaires, c'est quelque chose de très large qui concernait l'ensemble de la chaîne de valeur, avec beaucoup de choses demandées, préconisées par les entreprises et des concepts. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où on passe en obligation juridique, ça pose évidemment beaucoup plus de questions en termes de périmètre, en termes de contenu et en termes de comment finalement aller chercher la responsabilité de l'entreprise et elle-même, pour vous, comment vous pouvez prouver que vous avez une démarche effective en matière de devoir de vigilance. Donc, encore une fois, c'est en construction, ce dont on parle aujourd'hui. Peut-être que dans un an, je vous dirai des choses un peu différentes, mais on va faire en fonction de l'état des discussions et des pratiques des entreprises, puisque c'est quand même vous qui faites aussi cette obligation et qui la construisez par rapport à ce que vous pouvez faire. Alors, si on regarde maintenant un peu les principales obligations réglementaires qu'on peut voir en matière de droits humains. Donc là, on va dire qu'il y a trois grands types. Alors, au niveau des entreprises directement, et en particulier les entreprises en tant que société mère et donneuse d'ordre, puisque le devoir de vigilance vise les entreprises en général, mais en particulier celles de société mère et donneuse d'ordre, puisqu'elles visent à créer une responsabilité élargie par rapport à des activités de tiers, donc qui peuvent être les filiales ou les relations commerciales. Donc, si on prend les grandes obligations, type de l'obligation en matière de droits humains juridiques, donc on a la première, c'est le devoir de vigilance. On a la directive européenne CS3D que je vais vous présenter rapidement parce que je crois, je parle sous contrôle de Catherine, que vous avez déjà eu une présentation. On a aussi les lois nationales, donc liées au devoir de vigilance générale, je appelle ça comme ça, donc vraiment une obligation large par rapport au devoir de vigilance, donc qui évidemment s'adresse aux droits humains, donc la loi française de 2017, mais aussi aujourd'hui une loi allemande et une loi norvégienne.
On a les obligations de reporting. J'ai déjà parlé de la CSRD, mais le reporting, en fait, les droits humains sont arrivés dans les entreprises via le reporting extra-financier, donc surtout en France, depuis bien avant la CSRD. Et donc, il y a des obligations de rendre compte de ce que vous mettez en place par rapport aux droits humains, aux enjeux droits humains, et de dire ce que vous faites avec un reporting annuel et avec l'idée que tous les ans, vous devez actualiser et montrer ce que vous avez fait sur l'année d'avant. Donc là, CSRD, mais il y a aussi des lois nationales au UK, en Australie et au Canada qui sont, elles, centrées sur la question du travail forcé, mais il est demandé aux entreprises soumises à ces lois donc de faire des statements sur comment elles gèrent la question du travail forcé dans leurs propres activités, mais aussi et surtout dans la partie chaîne d'approvisionnement. Et on a un troisième type d'obligation que je pense que vous devez avoir en tête, c'est par rapport à la circulation des produits, l'importation des produits. Ça, c'est des règlements européens qui visent à éviter que sur le territoire de l'Union européenne, il y ait des produits, on va dire, controversés, des produits qui seraient issus, alors soit le produit en tant que tel, mais aussi chaque matériaux utilisés ou matières premières utilisées qui seraient issus de violations de droits humains et de violations environnementales. Donc, on a quatre grands règlements. Le premier qui date depuis longtemps, c'est vraiment spécifique aux minerais de compris. Donc, c'est vraiment une approche par produit, c'est-à-dire qu'on va regarder le produit en tant que tel et les conséquences, c'est la destruction du produit, c'est l'interdiction du produit, de l'entrée du produit sur le territoire de l'Union européenne, etc. Donc, c'est un autre moyen encore de contrôle. On a le règlement relatif aux batteries qui n'est pas spécifique à la question de l'importation, mais qui a un chapitre sur la traçabilité et l'obligation pour les importateurs de batteries, les opérateurs, de s'assurer que dans les minerais utilisés pour fabriquer les batteries, etc., il n'y ait pas de violation de droits humains et environnementales. Il y a le règlement déforestation, zéro déforestation. Donc là, c'est par rapport à un certain nombre de produits, le cuir, le soja, le cacao, le café, etc., le bois, où là, il a été repoussé d'1 an, mais il existe toujours. Et là, c'est vraiment, ça vise à éviter l'importation et la circulation de produits qui seraient issus de déforestation, avec la question des enjeux droits humains et environnementaux qui sont liés à la déforestation. Et on a le règlement sur l'interdiction la plus générale des produits issus du travail forcé. Donc, c'est tout type de produits, mais la clé d'entrée, si je puis dire, c'est la question du travail forcé et savoir s'il y a un risque qu'il y ait eu des pratiques de travail forcé sur la chaîne d'approvisionnement de ce produit en question. Donc, il doit être publié très prochainement au journal officiel de l'Union européenne. Il a été adopté en novembre, validé en novembre par le Conseil de l'Union européenne. Donc, vous voyez ces 3 obligations différentes avec des moyens de contrôle différents, des autorités de contrôle différents, des acteurs différents, des périmètres aussi assez différents, mais quand même toutes vont vers l'idée que l'entreprise doit être à même, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, de tracer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation par les relations commerciales, par les fournisseurs sur les droits humains et sur les environnements. Si on prend la CS donc 3D, donc Directive européenne sur le devoir de vigilance qui va arriver et qu'on compare par rapport à la loi française, je sais que vous n'êtes pas tous soumis à la loi française et que vous ne serez pas tous non plus soumis à la CS 3D, mais rapidement pour vous montrer, puisque c'est vraiment l'obligation juridique liée à la responsabilité des entreprises en matière des droits humains. Donc, beaucoup plus d'entreprises touchées. Alors déjà parce qu'il va y avoir l'ensemble des entreprises européennes, mais aussi les seuils sont abaissés. On passe à 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises européennes et pour les entreprises tierces, c'est celles qui font 450 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union. Il y a une application différée, donc toutes les entreprises seront touchées en 2029. On estime que ce sera à peu près 5500 entreprises européennes et en France, 450 entreprises françaises, sachant qu'on estimait, on n'a pas de liste, qu'il y a 250 entreprises concernées par la loi française sur le devoir de vigilance, donc à peu près, on va dire 2 fois plus. Sur la nature de l'obligation, c'est une obligation de vigilance, donc de mettre en place un processus d'identification et de gestion des risques d'atteinte grave.
avec des étapes qui se ressemblent, hein, avec la loi française sur le devoir de vigilance, mais je vais y revenir. Il y a l'obligation de communication annuelle de transparence, donc, avec la CS3D, mais il y a une possibilité d'exemption pour celles qui font déjà un rapport de durabilité et donc qui vont devoir publier au titre de la CSRD. Donc, l'enjeu de reporting dans 2 ans ou 2-3 ans sera plus le même pour les entreprises, puisque ce sera le rapport durabilité qui prendra le pas. Et il y a, je ne vais pas le détailler ici parce qu'on parle de droits humains, non pas qu'il n'y a pas de lien entre droits humains et climat, mais c'est quand même une obligation spécifique. Il y a l'arrivée d'une obligation de plan de transition climatique en lien là aussi avec le contenu de la CSRD. Sur les enjeux concernés, ce sont les droits humains, santé, sécurité et enjeux environnementaux de la loi française. La différence, c'est qu'il y a une liste, et c'est celle que j'ai repris quand je vous ai montré un peu les petites images, hein, une liste avec les standards internationaux de référence qui est en annexe de la directive européenne. Et donc, ça devient aujourd'hui un cadre défini, opposable, qui doit aussi être utilisé pour les cartographies des risques, par exemple. Ça devient finalement l'univers des risques, l'univers des impacts à regarder, à identifier et à adapter par rapport à vos activités. Alors, sur le périmètre de l'obligation de vigilance, là, ça va vraiment changer puisque, je vous l'ai dit, le devoir de vigilance, la responsabilité des entreprises en matière de droits humains, ça vise vraiment à faire en sorte que les entreprises regardent aussi les activités d'un certain nombre de leurs relations commerciales. Et là, avec la directive européenne, on a les activités de l'entreprise elle-même, ça va, les filiales directes et indirectes contrôlées, ça, on l'avait déjà au niveau de la loi française, mais on a explicitement le fait que les entreprises vont devoir regarder les pratiques, vont devoir identifier les risques liés à l'ensemble de leurs partenaires directs et indirects sur l'amont, donc en termes de l'amont, l'approvisionnement en produits et en services. L'amont, c'est avant que ça arrive dans les portes de votre entreprise, on va dire. Et donc, les partenaires directs et indirects, ça veut dire que c'est bien le fournisseur direct qu'on appelle le rang 1 avec qui vous avez un contrat. Mais là, on vous demande de s'interroger sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des relations de ce partenaire-là. Donc, ça peut être jusqu'au rang 7, 8, hein, ça dépend de la profondeur de la chaîne d'approvisionnement. Et une partie aussi des partenaires sur l'aval. Donc, l'aval, c'est une fois que le produit ou le service est sorti de vos propres activités. Et donc là, ça a été limité, hein, il y avait des discussions sur la question des services. Donc, les services ont été exclus sur la partie aval, notamment pour exclure les services financiers. Mais il y a quand même des partenaires qui sont concernés. Et donc, ce sont les partenaires directs, les entreprises en B2B, qui agissent pour votre compte dans le cadre de la distribution, du transport et du stockage de vos produits. Donc, vraiment un périmètre à regarder beaucoup plus large en termes d'activités à inclure dans l'obligation de vigilance. La nouveauté aussi, c'est sur le dialogue avec les parties prenantes. Et ça, je pense que c'est un des vraiment grands enjeux pour les entreprises aujourd'hui en matière de droits humains. Et c'est une garantie d'effectivité, la démarche de vigilance, mais il y a des questions d'organisation. On va y revenir. Donc, la loi française ne parle, entre guillemets, que de concertation avec les organisations syndicales représentatives et que sur le mécanisme d'alerte. Et là, la directive européenne met 2 obligations. La première, c'est sur la politique, c'est-à-dire de devoir de vigilance qui doit être élaborée. Donc, la politique, c'est en fait la manière, c'est le plan de vigilance, quoi. C'est la manière dont vous faites la cartographie des risques, les processus, etc. Et donc, celle-ci doit être élaborée après concertation, c'est la traduction française, hein. Concertation avec les salariés de l'entreprise et leurs représentants. Et il y a tout un article 13 qui pose l'obligation d'échanges constructifs avec les parties prenantes. Je vais vous montrer après quelles sont les parties prenantes qu'on entend au titre du devoir de vigilance et des droits humains. Et vous voyez, c'est vraiment un dialogue, un échange constructif sur l'ensemble des étapes, la cartographie des risques, l'élaboration des mesures, les décisions de remédiation et même la question des dispositifs de suivi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les entreprises vont devoir s'organiser. En termes de contrôle et de sanctions, donc la grande nouveauté de devoir de vigilance européen, c'est l'arrivée d'une autorité administrative qui aura un certain nombre de pouvoirs, notamment d'injonction, d'ordonner la cessation, de demander à l'entreprise d'adopter des mesures provisoires, etc., avec des sanctions administratives et pécuniaires que nous n'avons pas aujourd'hui. Hein. C'est les juges aujourd'hui au titre de la française qui contrôlent l'obligation. Et on retrouve ce qu'on a dans la loi française, la responsabilité civile en cas de dommage, en cas de manquement à l'obligation de vigilance, donc pour les entreprises. Et donc ça renvoie aux systèmes nationaux et donc devant les juges.
Si on regarde un peu comment le devoir de vigilance français est utilisé, et encore une fois, je sais qu'on parle de droit humain et pas de devoir de vigilance, mais c'est en fait le seul moyen juridique aujourd'hui pour aller chercher les entreprises sur leurs pratiques en matière de droit humain. Donc, les contentieux devoir de vigilance français, je ne vais pas tous vous les détailler. Il y a 13 assignations en cours. 13 affaires, 13 assignations, mais 12 affaires, puisque dans le total, Ouganda, il y a eu deux assignations différentes. Je vous ai mis en gras les contentieux qui visent les droits humains. Donc, il n'y a pas, en fait, la majorité des contentieux visent des activités opérationnelles de filiales. Donc, comme vous en avez beaucoup, comme les grandes entreprises en ont beaucoup, c'est des enjeux assez divers de droits des travailleurs, notamment sur la liberté d'association, non-discrimination, mais aussi sur le respect du droit à la vie privée. Donc, ça, c'était le contentieux IDEMIA, mais qui a donné lieu à une médiation, mais qui est assez intéressant, vous pouvez aller voir, et sur la santé et sécurité des locaux. Donc, vraiment, une majorité aujourd'hui sont par rapport aux activités opérationnelles de filiales. Il y en a certains sur les droits humains, les pratiques droits humains des relations commerciales, notamment le contentieux La Poste, et je vais y revenir puisque c'est la première affaire sur le fond, et c'est un contentieux par rapport à des conditions de travail de sous-traitants, de travailleurs de sous-traitants en France, donc dans l'activité transport de La Poste. Et il y a un certain nombre de contentieux sur les stratégies environnementales des entreprises, donc Danone sur le plastique, BNP sur le financement des énergies fossiles, Total sur le climat, où là, c'est quand même particulier et ça vise vraiment les stratégies environnementales. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce titre de ces contentieux, c'est que ce sont des contentieux plutôt stratégiques qui sont menés majoritairement par des ONG. On a un contentieux syndical, donc la Poste, et qui sont des ONG qui sont initiées au devoir de vigilance, qui étaient déjà dans les discussions autour de la loi, qui font aussi dans les discussions autour de la directive européenne. Donc, ça reste quand même un nombre de contentieux assez limité depuis 2017. Et quand même, pour votre parfaite information, il y a eu cette année, en janvier pour la Cour d'appel, en septembre pour le tribunal judiciaire de Paris, l'annonce de la création de chambres spécialisées sur la question, donc contentieux émergent, responsabilité, devoir de vigilance qui est explicitement cité, mais aussi responsabilité civile environnementale et éventuellement contentieux CSRD. Et donc, ça montre que les juridictions anticipent, en tout cas c'est ce qu'elles disent dans leur communiqué, une multiplicité de ce type de contentieux et surtout la nécessité d'avoir une expertise et une compétence spécialisée sur ces sujets. Sur les enseignements des contentieux français rapidement. Donc la Poste, je vais le développer un peu puisque c'est une décision qui a fait appel. Donc la Poste a fait appel, l'entreprise de la Poste a fait appel, donc elle n'est pas définitive. Mais ça a été la seule aujourd'hui décision sur le fond au titre du devoir de vigilance. Donc c'était par rapport à des conditions de travail de travailleurs, notamment sans papier, dans une filiale, dans un fournisseur plutôt, chez un sous-traitant d'une filiale de la Poste dans la partie transport. Et donc, les juges ont condamné la Poste, ont enjoint la Poste à modifier son plan de vigilance sur un certain nombre de choses. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'ils ont regardé les informations par rapport à ce qui était publié dans le plan de vigilance. Donc, vous pouvez regarder, il y a un regard assez circonstancié sur les formulations utilisées par la Poste et le contenu du plan de vigilance publié donc, dans le rapport annuel. Globalement, ce qui a été dit, c'est que parce que la cartographie des risques n'était pas assez détaillée, n'était pas assez granulaire, alors qu'elle faisait quand même 3 pages, hein, il y avait des résultats de risques identifiés, de grandes catégories de risques identifiés, mais les juges ont dit parce que ce n'était pas assez granulaire, ce n'est pas assez d'informations sur la méthodologie, et ben nous ne sommes pas en mesure de comprendre, nous en tant que lecteurs finalement, de comprendre les risques spécifiques aux activités de la Poste, les facteurs de risque utilisés, et donc la cartographie doit être modifiée. Et parce que nous n'avons pas de visibilité sur des risques assez précis, nous ne sommes pas en mesure de juger de la qualité des réponses qui a été faites. Donc, ils ne jugent pas de savoir si les réponses sont effectives ou pas. Ils disent, en fait, comme on ne connaît pas exactement les risques précis, on ne peut pas juger ce qui nous est demandé de l'adéquation des mesures avec les risques. Idem pour le dispositif de suivi. Il faudrait un dispositif, des indicateurs pour chaque risque identifié, ce que n'est pas le cas. Mais encore une fois, tout part de la cartographie des risques et de l'imprécision soulevée par les juges. Hein.
des facteurs de risque et des résultats des risques et en quoi c'est bien adapté à la Poste. Et donc, c'est vraiment fondamental aujourd'hui cette question de la cartographie des risques. Et je vais revenir sur les facteurs de risque et les systèmes de cotation qui peuvent être utilisés sur les droits humains. Ce que dit aussi la Poste, si vous êtes concerné, c'est qu'il y a la nécessité, elle rappelle la nécessité de concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le dispositif d'alerte et que là, malgré le fait que le dispositif avait été présenté à l'époque, etc., et c'est le dispositif d'alerte éthique Sapin 2 qui avait été utilisé, il n'y avait pas la preuve d'une véritable concertation au titre du dispositif vigilance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont condamné, ils ont enjoint la Poste à modifier son plan de vigilance, mais ils ont refusé d'accéder aux astreintes demandées par, donc c'était Sud PTT, hein, c'est l'affaire un peu syndicale, si je puis dire, du devoir de vigilance, en relevant que, et ça peut être intéressant pour vous aussi, que la Poste était inscrite dans une démarche d'amélioration continue et que ces plans de vigilance s'amélioraient finalement d'année en année. Et donc, en gros, il fallait leur laisser le temps de se conformer et qu'il n'y avait pas besoin d'astreinte. Et ce que nous apprend aussi, mais en fait, on le savait déjà, mais ça, c'est plutôt les arrêts de la Cour d'appel de Paris, donc de 18 juin. Donc, c'était sur des questions de procédure, hein, ce n'était pas sur des questions de fond. Mais il rappelle bien systématiquement, notamment dans l'affaire Suez, que le devoir de vigilance, il vise avant tout la société mère, la responsabilité de la société mère, donc il doit avoir un regard sur l'ensemble, notamment de ses filiales. Et donc, ça a des conséquences pour les entreprises qui vont devoir démontrer que c'est bien des cadres qui sont posés par la société mère, qu'elle a compris le sens de son devoir de vigilance et qu'elle s'assure que ce soit bien déployé partout dans les filiales. En tout cas, qu'il y ait une assurance raisonnable que ce soit bien déployé partout parce que, comme on vient de le dire, les risques droits humains sont principalement opérationnel en fait, et il faut que ce soit finalement identifié pour avoir une précision, une granularité assez fine. Il faudrait, dans l'idéal, que ce soit identifié dans chaque activité, voire sur chaque site, dans chaque pays. Et donc, il y a un double niveau société mère, identification effective des risques de droits humains, et environnementaux d'ailleurs, à prendre en compte, et ça fait une complexité, je trouve, du devoir de vigilance. Rapidement aussi, ce que je voulais vous mettre, donc on parle de devoir de vigilance, mais il y a aussi tout un tas de contentieux. Alors là, c'est au stade des mises en examen, c'est au stade des plaintes, donc on ne sait pas si ça va aboutir, mais en tout cas, gardez à l'esprit qu'il y a des tentatives, si je puis dire, d'ONG notamment, et ce sont les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve dans les contentieux de devoir de vigilance, d'aller chercher la responsabilité pénale de l'entreprise et donc possiblement de ses dirigeants sur l'ensemble de la chaîne de valeur par rapport aux droits humains et aux graves violations des droits humains. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'affaires. Donc, l'affaire Jean-Syrie, je pense que vous connaissez. Et ce qui est intéressant, et donc, il y a la partie financement du terrorisme, c'est qu'il y a aussi une mise en examen, et c'est la première fois qu'il y a la mise en examen de l'entreprise pour complicité de crimes contre l'humanité. Vinci au Qatar, alors ça fait un moment que ça dure, mais les dernières nouvelles, c'est une mise en examen de filiale de Vinci de dirigeants pour complicité de travail forcé. Donc ça, c'est par rapport à des filiales. Hein. Mais il y a aussi une plainte, alors on ne sait pas encore une fois ce que ça va donner, mais qui est assez intéressante en termes d'innovation juridique, je trouve, contre des entreprises du secteur de l'habillement, donc Uniqlo, Inditex, etc. Le fondement, c'est recel de réduction en servitude aggravée, recel de traite des êtres humains et recel de crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Pourquoi recel? Parce que là, c'est par rapport au fait qu'ils auraient bénéficié de produits qui ont été faits en violation de ces crimes-là cités dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est en particulier par rapport à la question de la situation des Ouïghours en Chine. Et donc, les plaignants disent qu'ils ont des preuves que les fournisseurs de ces entreprises-là sont dans la région du Xinjiang et ils font des pratiques de travail forcé. Donc là, c'est plutôt sur la partie amont. Et on a l'affaire Amesis. Donc Amesis en Libye. Attendez, parce qu'il y en a un en Égypte et ça a changé de nom. Je crois que c'est Libye, où là, c'est plutôt sur la partie aval. C'est la mise en cause de Amesis. Amesis, ça fait des logiciels espions, donc par exemple pour aller traquer les terroristes sur Internet, etc. Et là, Amesis avait vendu ses logiciels à la Libye,
qui avaient utilisé ces logiciels pour aller torturer, traquer les opposants politiques et les torturer. Et donc là, il y a eu devant les tribunaux français une plainte de la FIDH notamment, pour aller dire à Amésis en sachant qu'elle aurait dû savoir en fait qu'en vendant à la Libye de Kadhafi à l'époque, il y avait des chances que ce soit utilisé à mauvais escient et notamment pour des violations de droits humains. Donc là, encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a une mise en examen de ces dirigeants pour complicité de torture et disparition forcée. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner un panorama et dire que, et finalement, à partir du moment où on va chercher la responsabilité pénale de l'entreprise et des dirigeants par rapport à des faits commis par des tiers sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la meilleure prévention, ça reste la mise en place de l'identification des risques de droits humains et finalement d'une démarche de vigilance droits humains. Dernier point un peu sur le contexte, c'est les attentes des parties prenantes. Il y a de plus en plus de regards qui sont portés sur les pratiques des entreprises de différentes parties prenantes sur les droits humains. Alors, il y a eu pendant un temps notamment des investisseurs et il y a toujours beaucoup de questions sur le climat, sur la partie environnementale, mais on voit, moi je travaille sur le sujet depuis 15 ans, on voit que les questions de droits humains montent. Donc, il y a les investisseurs, c'est l'exemple par exemple de PRI que vous voyez à gauche. Il y a aussi de plus en plus de ce qu'ils appellent benchmark, c'est-à-dire qu'on va noter les entreprises. Donc là, vous pouvez aller voir le Corporate Human Benchmark, c'est sur 500 entreprises internationales des secteurs les plus à risque. Et donc, par rapport à ce que vous publiez, vous allez être noté par rapport à des critères sur l'effectivité de la devoir de vigilance, la conformité aux principes directeurs de soft law, etc. Donc ça, il y en a de plus en plus. Alors, je ne vous dis pas honnêtement que ça a des impacts très forts, réputationnels sur les entreprises, mais ça peut donner lieu quand même à des questions d'actionnaires et d'investisseurs. Il y a les syndicats qui se mobilisent, notamment sur le devoir de vigilance en France et au niveau européen. Donc ça, c'est l'exemple de FO qui a fait un guide à destination de ses militants pour leur expliquer ce que c'est le devoir de vigilance, ce que sont les droits humains, les droits des travailleurs et comment ils peuvent aller challenger les entreprises. En bas, c'est le radar du devoir de vigilance. Donc ça, c'est des ONG Sherpa et CCFD Terre Solidaire qui ont publié depuis, alors ça doit être la 4e édition, 3e édition, qui en fait ont créé un site pour rassembler les plans de vigilance des entreprises pour donner un accès et les rendre plus lisibles en fait auprès des parties prenantes potentiellement affectées qui seraient susceptibles d'aller challenger les entreprises et qui en profitent pour faire une liste et pointer les entreprises qui n'ont pas de plan de vigilance alors que selon elles auraient dû en avoir. Donc, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de liste officielle et il y a aussi une base de données sur toutes les affaires, donc si ça vous intéresse, les affaires que j'ai citées tout à l'heure. Et enfin, évidemment, les ONG, les autres ONG, la société civile, qui vont pointer différents, soit des enjeux, soit par rapport, donc là c'est Amnesty International qui est une ONG reconnue de droits humains, mais on a aussi de plus en plus de rapports de Human Rights Watch, la FIDH, donc qui sont des ONG traditionnelles, entre guillemets, droits de l'homme, qui visaient à mettre en cause les États, mais qui aussi, évidemment, s'intéressent à la question des entreprises, donc c'est sur le Qatar et les conditions de travail des travailleurs migrants. Et en bas, là, c'est par rapport à l'approvisionnement en thon. Donc, les enjeux liés aux conditions de travail et les enjeux environnementaux par rapport à l'approvisionnement en thon. Donc, c'est une ONG qui s'appelle Bloom et qui a aussi listé un certain nombre d'entreprises de distributeurs français et internationaux pour mettre en cause les pratiques. Donc, il y a de plus en plus de regards, évidemment, sur vos pratiques de différentes parties prenantes. Alors, encore une fois, ça n'a pas forcément autant d'impact que... en fait, je pense que ça dépend des secteurs. Ça dépend aussi, évidemment, de la réaction de l'entreprise. Mais en tout cas, ça monte. Alors maintenant, on va passer, si vous n'avez pas de questions sur tout ce contexte et les risques et les obligations juridiques des entreprises, un peu à comment répondre à ces obligations. Juste une petite question très pratico-pratique, et il se peut que j'ai loupé quelque chose sur la retranscription de la directive CS3D avec les derniers commentaires qu'il y avait eu sur une possibilité de report. On en est où exactement? Alors, il y a eu une annonce alors même pas de report, de remise en question. Il y a une annonce d'une législation dite omnibus par la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne. Alors, on n'en sait pas tellement plus que... alors, je crois que j'ai cru voir qu'elle arriverait fin février, le 26 février.
Mais donc, cette législation dite omnibus viserait à mieux articuler ou reprendre les dispositions de la CSRD, la CS3D et la taxonomie. Tel que c'est présenté, ça a l'air plutôt pour alléger les obligations qui pèsent sur les entreprises, mais en termes de reporting et de mieux articuler. Donc, on ne sait pas s'il va y avoir si l'occasion va être saisie soit de reporter, soit avoir de toucher l'obligation de fonds liée au devoir de vigilance. Mais donc, effectivement, on attend une législation dite omnibus. Alors, il y a un certain nombre de backlash aujourd'hui. Il y a, par exemple, le chancelier allemand qui a dit aussi qu'il voulait abolir la loi allemande d'ici, abolir, c'est peut-être pas le bon terme, enfin supprimer la loi allemande d'ici la fin de l'année. Bon, maintenant, il y a une obligation, il y a quand même des enjeux de droit européen. Les États se sont engagés, la Commission. Il me paraît difficile de tout remettre en question et de arrêter. Mais c'est vrai que c'est une crainte de la société civile que cette législation omnibus soit le prétexte à revenir sur un certain nombre d'éléments de fond de la directive CS3D et CSRD. Oui, bonsoir. Moi, j'ai compris qu'il y a de toute manière un remaniement de la CCRD pour les ETI, qu'elles ne vont pas avoir les mêmes obligations de reporting, que ça va être, je pense que sur CS3D aussi, elles vont ne pas être obligées de fournir le même nombre d'informations et que ça a déjà été bien avancé, ce processus de simplification. Alors, CSRD, je vous avoue, je ne connais pas les derniers, voilà, mais oui, effectivement, ce qui est reproché, c'est la charge de travail, notamment sur les ETI et les petites entreprises. Donc, disparaître, je ne pense pas, mais alléger, sachant qu'il y avait déjà quand même des dispositions pour un peu transitoires pour pouvoir repousser, enfin, en tout cas, même pour les grosses entreprises d'ailleurs, hein, vu l'ampleur des enjeux. Sur la CS3D, je n'ai pas entendu, enfin, en fait, on ne sait pas trop sur la CS3D, parce que là, pour l'instant, c'est un peu un truc global de dire, bah, on va remettre en question. On va en profiter. La CS3D, il y a quand même les seuils qui ont été relevés au dernier moment, donc vraiment après l'accord en trilogue, donc ça a déjà été relevé. Donc, en tout cas, il y a des vrais enjeux pour la société civile liés au seuil. Et il y a une application quand même différée. Donc, les dernières entreprises touchées, ça serait en 2029. Donc, peut-être que ça peut être une idée pour... je pense qu'il est difficile, sachant que c'est une approche par les risques et que alors, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre, mais quand même, la priorisation des risques, elle est liée au nombre de salariés, elle est liée au type de relation avec les partenaires, elle est liée au secteur, etc. Donc, même si l'effort de cartographie d'identification des risques est sûrement le même entre des ETI, des grosses boîtes et des PME, enfin PME de toute façon ne sont pas concernées, il y a quand même après dans ce qu'on attend d'elle, un décalage en fait. Donc c'est assez difficile, enfin, je veux dire, à part dire ça ne concerne pas ces entreprises-là, c'est assez difficile en termes de devoir de vigilance d'amoindrir d'un côté l'obligation en tant que telle, en fait. Oui, il y avait quelque chose qui... Oui, surtout que en fait, j'avais une autre question rapide. En termes pratiques, on a le plan de transition climat, dans lequel il faut intégrer les intérêts des parties prenantes, ou les stratégies pour protéger les intérêts des parties prenantes, et on a le plan de vigilance. Alors, le plan de vigilance, c'est une approche qui sert à prévenir les atteintes, intégrer les stratégies ou intégrer les intérêts des parties prenantes dans les stratégies de l'entreprise, dans le plan de transition climat. Enfin, moi, je ne vois pas très bien comment on peut en pratique articuler ces deux obligations. Alors, est-ce que c'est ces deux documents totalement séparés? Est-ce que le fait qu'on a le plan de vigilance qui intègre plutôt les actions de prévention, est-ce qu'il intégrera aussi les stratégies? Comment en pratique on va... Alors, le plan de transition climatique, ça a été casé, si je puis dire, dans l'obligation, dans la directive, c'est ça dont vous parlez, hein, dans la directive CS3D. En fait, l'enjeu, c'était de savoir si le climat, la stratégie climatique des entreprises devait être inclus dans le devoir de vigilance générale, et derrière, c'était l'accès au juge. Donc ça, c'était ce qu'avait proposé le Parlement. Donc ça a été enlevé dans le sens, et d'ailleurs, l'accord de Paris n'est pas listé dans les conventions que je vous ai citées en annexe, etc. Donc ça a été enlevé du devoir de vigilance générale. C'est encore un sujet au niveau de la loi française, hein, il y a une convention en cours. Mais donc, ça a été enlevé du devoir de vigilance générale, mais ça a été laissé, en fait, pour dire, en fait, on va
enfin, en théorie, alors là aussi, il y a des doctrines divergentes quand on lit vraiment le texte, etc. Mais de dire, bah, quand même, on va profiter de la directive de devoir de vigilance pour imposer une obligation de plan de transition climatique qui va plus loin, entre guillemets, même si c'est beaucoup lié à l'obligation de reporting de la CSRD, avec un suivi de l'autorité administrative. Mais donc, ça ne sera pas dans le devoir de vigilance en tant que tel, c'est quelque chose d'un peu ad hoc, si je puis dire. Et d'ailleurs, ça va un peu clarifier, parce que là, aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'interrogent sur le fait de savoir si le climat doit être inclus dans les plans de vigilance, devoir de vigilance. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, scope 1, scope 2. Il y en a qui disent bah oui, qui font sans vraiment se poser de questions. Il y a le benchmark de la vigilance climatique qui challenge beaucoup les entreprises qui considèrent que là, clairement, c'est dans le devoir de vigilance. Et il y a le contentieux Total Climat qui est en cours et qu'on attend. Mais donc, pour moi, c'est deux obligations en fait assez différenciées. Ils se retrouvent dans la même directive, mais qui sont finalement assez différenciées. Et je ne vois pas comment il peut en être autrement. De toute façon, pour avancer en termes pratiques, c'est quand même, vous l'avez dit, hein, c'est quand même difficile. Donc, voilà. Merci. Alors, sur les enjeux pratiques donc liés aux démarches droits humains aujourd'hui, et c'est tout ce que je vous ai exposé, c'est un peu ce que moi j'en tire comme enjeu pratique. Il y a la question de l'approche donc par les risques, et je vais vous détailler après les facteurs de risque que moi j'utilise en matière de droits humains et un peu les systèmes de cotation, sachant que tout n'est vraiment pas réglé, hein. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de méthode unique, donc c'est un peu aux entreprises de gérer. Mais en tout cas, il est clair que c'est une approche par les risques. Et quand on parle de risque, on parle bien d'impact négatif sur les droits humains et qu'il y a une question d'opposabilité aujourd'hui devant les juges, devant les parties prenantes, demain devant l'autorité de suivi. Il va y avoir pour ceux, et je pense que vous connaissez bien, si on doit faire le parallèle avec Sapin 2 et la démarche de prévention que vous mettez en place, voilà, et toute la documentation. Donc, on ne sait pas quelle autorité de suivi sera là demain, titre du devoir de vigilance en France. Il est possible que ce soit l'AFA, mais en tout cas, il va y avoir un regard et vous allez devoir montrer que vous avez cherché à savoir, à mettre en place avec certaines méthodologies. C'est une obligation de la société mère, je l'ai déjà dit, je ne vais pas vite, hein, mais c'est comment aujourd'hui, quel est exactement le contenu de l'obligation de vigilance. Qu'est-ce qu'on attend de la société mère, en fait, en termes de droits humains? Est-ce qu'on attend à ce qu'elle fixe des politiques, des cadres et qu'elle envoie des outils, etc., et qu'elle envoie aux entités qui sont les plus à même, de toute façon, pour gérer et identifier les risques, y compris par rapport à la relation commerciale? Est-ce qu'on attend à ce qu'elle fasse des audits partout? Je ne crois pas, de toute façon, ce n'est pas possible. Voilà, donc il y a vraiment une question de comment on perçoit la responsabilité de la société mère. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'excuse, entre guillemets, non, excuse n'est pas le bon terme, je suis désolée, je ne voulais pas utiliser ça, le fait de dire que les entreprises sont décentralisées et qu'il n'y a pas de possibilité d'aller demander des choses aux filiales, etc., ne tient plus. Ne tient plus. Ni aux fournisseurs, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment un changement de prisme à avoir. Et je pense que l'entreprise société mère doit montrer qu'elle a une assurance raisonnable qu'à un moment donné, c'est identifié, c'est géré, qu'elle a mandaté des gens pour le faire et qu'elle a quand même un regard via les dispositifs de suivi. Et ça, la CSRD aide puisque vous allez devoir remonter des données, des indicateurs, etc. Et ce sont les mêmes enjeux pour la partie impact négatif. Démarche d'amélioration continue, dispositif de suivi, je l'ai dit. Il faut montrer que vous avanciez. Ce qu'on attend de vous demain ne sera pas la même chose que dans 5 ans en termes de pratique d'achat, par exemple, en termes de connaissances. Il faut sans cesse... Alors, c'est une approche par les risques. Donc, sur les enjeux saillants, ne cherchez pas à tout couvrir, mais il faut sans cesse montrer que vous avancez. On va avoir avec la directive européenne une démarche renforcée sur l'amont, donc les relations directes et indirectes, et les règlements sur l'importation que je vous ai cités. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ça va nécessiter de la traçabilité et il faut passer par le rang 1 et ça va demander du temps. Et ça va nécessiter aussi de déterminer quelle influence vous avez sur quels partenaires commerciaux. Parce que je crois que c'est faux de dire que parce que vous êtes une entreprise donneuse d'ordre, vous avez forcément de l'influence sur vos fournisseurs, aux fournisseurs stratégiques. Donc, le devoir de vigilance reste qu'une obligation de moyens. En revanche, vous devez regarder dans quelle mesure vous pouvez influer, vous pouvez changer peut-être de stratégie d'approvisionnement quand c'est possible, etc. Donc, vraiment, ça nécessite de s'interroger sur l'approvisionnement et les pratiques d'achat. Dialogue avec les parties prenantes, je vais y revenir, mais ça va devenir une obligation. Et enfin, l'articulation entre les différents exercices réglementaires. Je vous l'ai dit, hein, tout va dans le même sens de tracer, d'identifier les risques, etc. Mais déjà, il y aura
peut-être des transpositions de la directive différentes si vous êtes dans différents pays européens. Il y aura la question d'articulation du groupe, responsabilité du groupe et de responsabilité des filiales. Il y aura l'autorité de contrôle déforestation qui n'aura peut-être pas la même vigilance que l'autorité de contrôle vigilance générale ou batterie. Enfin voilà, c'est quand même des choses pour l'instant qui se superposent et on ne voit pas trop le... Enfin, en tout cas, il y a un enjeu d'articulation et d'opposabilité et de pragmatisme pour les entreprises. Alors, si on prend maintenant les facteurs de risque en matière de droits humains, là encore une fois, il n'y a pas de guide, donc c'est par rapport à ma pratique. Donc, on a 4 grands facteurs de risque, et c'est bien des facteurs de risque par rapport à tous les enjeux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, le premier, c'est quand même le risque lié au pays, qui est un facteur aggravant. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation dans les pays verts, dans les pays en France. Premier, je vous l'ai dit, premier décision sous fondement de devoir de vigilance, c'est par rapport à des conditions de travail de sous-traitants en France. Mais la réalité, c'est que quand même, par rapport aux standards internationaux que je vous ai cités, il y a dans un certain nombre de pays, la simple conformité aux lois nationales ne permet pas de s'assurer de respecter les standards internationaux, les engagements en matière de droits humains, et que du coup, ça fait un facteur de risque supplémentaire. Et ça vous demande d'aller déjà faire peut-être un gap analysis entre les lois locales, et quand je dis loi, c'est pratique, parce qu'on peut avoir des belles lois, mais qui ne sont pas respectées, entre le contexte local, les standards internationaux, et voir où vous devez mettre des mesures supplémentaires. Le deuxième, c'est plutôt le risque sectoriel lié à vos activités. Il y a des activités plus à risque en matière de droits humains, en matière de santé et sécurité, en matière de travail forcé, en matière d'impact sur les personnes et notamment les main-d'œuvre. Une main-d'œuvre est nombreuse, je pense au secteur de la construction. Quand une main-d'œuvre est nombreuse, elle est peu qualifiée, elle n'est pas forcément représentée par des syndicats, et ce sont des facteurs de risque aggravants. Ça peut être lié aussi à l'organisation du travail, au type de marché, où il y a des marges peut-être inférieures, où donc il y a des pressions plus, où il y a beaucoup de relations clients et des pressions clients. Donc ça peut avoir aussi des enjeux, par exemple, sur les risques psychosociaux ou les risques de harcèlement liés par rapport à vos collaborateurs. Il y a des secteurs par rapport plutôt aux communautés locales, l'énergie, l'extractif, où il y a un besoin en terre. Donc, évidemment, il y a plus de risques liés aux droits fonciers, liés aux droits à un environnement sain, etc. Donc, ça, c'est vraiment le risque sectoriel. Et dans une même entreprise, on peut avoir, selon les activités, une activité de service peut-être, une activité de production, des risques qui sont aussi différents. Concernant plutôt la partie relations commerciales, chaîne d'approvisionnement, là, on retrouve deux types de risques. Le risque sectoriel lié aux produits. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont plus à risque. Il y a des guides de l'OCDE sur le textile, par exemple, sur l'agricole, sur tout ce qui est extractif. D'ailleurs, dans la directive européenne, à l'origine, il y avait une différence des entreprises de certains secteurs pour lesquels il y avait des seuils ABC. Donc, c'est celle que je vous ai citée, en gros, extractif, agricole et textile. Et donc, ce sont des chaînes d'approvisionnement plus à risque. Et sur l'ensemble du coton à la confection, etc., voire même à l'élimination du vêtement. Donc ça, c'est pour les cartographies achats, c'est le risque vraiment sectoriel produit. Et n'oubliez pas les services, en fait. Je pense au facility management. Il y a de vraies questions de risque droit humain sur les pratiques du gardiennage, voire de la restauration, toutes les activités où il y a fort impact, je ne sais pas, les call centers, par exemple. Téléperformance a beaucoup été mis en cause. Voilà, donc il y a aussi la question des services et ça doit rentrer dans les cartographies des risques. Et enfin, le risque est plutôt lié à la structure de la chaîne de valeur. Plus il y a de sous-traitance en cascade, moins vous avez de visibilité, moins vous avez de contrôle, plus il risque d'avoir des relations commerciales pas très attentives aux droits humains. Les types de relations commerciales entre être en contrat avec une grande entreprise française soumise à la loi française sur le devoir de vigilance, soumise à la CSRD. Donc, il y a quand même moins de risques a priori. En tout cas, il y a plus de regards qui sont portés sur les pratiques de cette entreprise. Donc, peut-être si on doit filtrer, ça ne sera pas la prioritaire versus une entreprise plus petite. Non pas qu'elle ne veut pas une entreprise petite, mais elle n'a pas forcément la capacité pour aller respecter les droits humains. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est vraiment que c'est les impacts négatifs sur les personnes et non les risques pour l'entreprise. Des fois, il y a un peu des confusions. On ne cherche pas à capter le risque légal ou le risque réputationnel à avoir un enfant qui travaille chez un fournisseur. On risque de capter la situation potentielle qu'il y ait un enfant qui travaille chez les fournisseurs parce que c'est dans le secteur agricole, que c'est dans un pays où il y a des pratiques
courante de travail des enfants. Donc, c'est vraiment le risque pour l'entreprise. Et vous voyez, quand on reprend la CS 3D, donc sur la notion de gravité, donc ça sera une cartographie des risques avec gravité, probabilité d'occurrence, et ben c'est bien des questions de facteurs à utiliser par rapport aux personnes, donc l'ampleur, la portée ou le caractère immédiat de l'incidence négative, c'est le nombre de personnes touchées, c'est la sévérité, hein, atteinte à l'intégrité physique, par exemple. Mais vous le faites déjà en santé-sécurité au travail. Hein. Ça remonte, le fait de savoir si on peut rétablir la personne dans la situation avant, une atteinte à la terre de populations autochtones qui ont un attachement très particulier aux terres, c'est pas possible de remédier. Voilà. La présence de personnes vulnérables, je l'ai dit, c'est important à considérer. Il y a des groupes de personnes considérées comme plus vulnérables. Il y a aussi des personnes plus vulnérables de fait, si je puis dire, hein, les personnes qui travaillent de nuit, les personnes isolées, les personnes qui sont peut-être en relation avec des pressions très importantes managériales, les personnes l'organisation du travail qui doivent travailler 12 heures pour le fonctionnement de l'usine, etc. Ça, c'est plutôt des personnes vulnérables de fait. Et il est important de les identifier parce que en fait, ça augmente la probabilité d'occurrence parce que de fait, il y a des personnes plus exposées, donc il y a plus de risques d'impact négatifs qui surviennent, et aussi la sévérité parce que souvent, quand les impacts négatifs surviennent sur ces personnes vulnérables, eh ben, les effets sont plus sévères. Sur les typologies de réponses, alors ça va sûrement pas vous satisfaire, mais en fait, il y a tellement d'enjeux de droits humains différents que c'est difficile. Je vous ai mis après quelques exemples après, mais en tout cas, c'est un peu les grandes typologies de réponses qu'on voit dans les démarches droits humains. Donc, il y a quelques questions à se poser. C'est déjà, est-ce que ça doit être au niveau corporate? Est-ce que c'est un enjeu tel que, et c'est évidemment lié à l'identification des impacts, mais est-ce que c'est un enjeu qui touche tellement de tous les collaborateurs et donc oui, une politique corporate a du sens? Est-ce que c'est des réponses qui touchent plutôt qu'un seul pays ou peut-être qu'un seul enjeu ou d'activité? Donc tout ça, c'est à quel niveau agir pour que ce soit le plus efficace et le mieux compris aussi, parce que souvent c'est quand même la question, hein. Est-ce que ça doit être dans des réponses standardisées? Je vous prends l'exemple de clauses contractuelles. Alors oui, il y a des choses qui peuvent être complètement standardisées. Je ne sais pas, des évaluations EcoVadis où on le fait sur un certain nombre de personnes. Donc ça permet de gérer les risques, mais c'est des réponses plutôt standardisées. Ou est-ce que ça doit être vraiment des réponses très précises à un type de fournisseur? Je pense, je sais pas, les call centers, par exemple, c'est des entreprises qui vont agir que sur la catégorie d'achat call center parce qu'elles ont identifié que c'était le plus à risque. Et donc là, ça déclenche des mesures d'évaluation, de dialogue, d'audit, etc. Et enfin, est-ce que c'est un processus ad hoc? Donc, par exemple, les politiques droits humains, c'est des politiques spécifiques en matière de droits humains. On peut avoir des mécanismes de réclamation spécifiques en matière de droits humains, donc à créer, et ça, encore une fois, ça dépend du risque qui a été identifié, mais quand même, le plus souvent, le plus intéressant, c'est d'utiliser les processus existants et d'intégrer finalement des critères droits humains dans les audits, dans le contrôle interne, dans les due diligence que vous faites déjà en matière éthique, d'aller regarder, alors il ne s'agit pas de rajouter 20 questions, sinon ça serait l'équivalent d'un processus ad hoc, mais en revanche, d'aller regarder là où vous avez des risques très saillants et de peut-être en profiter pour ajouter 3 ou 4 questions. Je pense aux audits qualité que beaucoup d'entreprises ont, aux audits santé-sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter, si c'est un enjeu, des questions plus larges sur les conditions d'hébergement des travailleurs, si ce n'est pas fait, la durée du travail, etc. Donc, c'est vraiment, moi, je suis plutôt favorable parce que c'est des processus connus qui fonctionnent, à former les gens qui les portent et à intégrer que rajouter un processus ad hoc dit droit humain ou sur un enjeu droit humain, sauf si, évidemment, termes d'effectivité. Donc, vous voyez les typologies des réponses, il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Donc, il y a tout ce qui est études d'impact, droit humain spécifiques. Alors, c'est un peu différent des études d'impact environnemental, social, par exemple, hein, que vous pouvez connaître, parce que là, on a vraiment tout le spectre des droits humains internationalement reconnus. Les politiques et la gouvernance et les formations. Donc, ça, c'est des réponses de conformité classique, évaluation audit aussi, vous le savez, vous le voyez dans d'autres aspects de la conformité. Après, il y a toutes les réponses qui sont corrélées aux risques qui ont été identifiés. Donc là, ça dépend vraiment des risques qui ont été identifiés. Et ce qui est un peu plus peut-être particulier, on va dire, au droit humain, c'est d'abord les initiatives sectorielles. Donc les initiatives sectorielles, c'est des entreprises concurrentes qui se mettent ensemble
notamment sur la question de la chaîne d'approvisionnement pour aller dire, on va mutualiser des audits, on a les mêmes fournisseurs, on va fixer les mêmes référentiels d'audit, on attend la même chose d'eux, donc on va partager. Et c'est de plus en plus accepté en termes de concurrence. Je ne sais pas si vous avez posé la question, mais aujourd'hui, les autorités de la concurrence disent qu'en matière de durabilité, on peut faire ce genre d'initiative. Le dialogue avec les parties prenantes, je vais y revenir, je ne vais pas le développer. Les mécanismes d'alerte et de réclamation, j'en ai parlé. C'est vraiment donner la possibilité à tous les détenteurs de droits de pouvoir rentrer en contact avec l'entreprise. Et vous avez tout intérêt à savoir, en fait, pour éviter que la situation s'aggrave, pour la gérer et pour avoir une visibilité sur ce qui se passe. Et si atteinte il y a toute la question de mesures de remédiation et de réparation. Par exemple, on voit des entreprises qui commencent à rembourser les frais de recrutement des travailleurs migrants qui les ont payés dans leur pays d'origine. Alors même si évidemment ce n'est pas l'entreprise qui les a fait payer, mais ça fait partie d'un processus de remédiation. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un fonds qui avait été créé par exemple pour les travailleurs à la Coupe du Monde au Qatar, donc qui a été créé par la FIFA pour préparer, j'ai envie de dire, en tout cas indemniser les familles. Le grand enjeu que je vois en matière de droits humains au niveau corporate, c'est la gouvernance. Parce que si vous vous rappelez tous les enjeux que je vous ai montrés, en fait, il n'y a personne qui est propriétaire de tous les enjeux de droits humains. On fait appel à beaucoup de personnes, on fait appel au RH sur les droits des collaborateurs, santé, sécurité. S'il y a des questions relatives à la sûreté, ça sera la direction de la sûreté. On peut avoir aussi des questions, je sais pas, sur la vie privée, les données perso ou le service IT, par exemple. Sur les communautés locales, ce sera plutôt les directions RSE ou les directions opérationnelles, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en charge de toute partie d'une question de droits humains. Et se pose la question d'avoir, est-ce qu'on a besoin d'un monsieur ou madame droit humain, en fait? Et oui, je pense qu'on a besoin d'un monsieur ou madame droit humain, en tout cas quelqu'un qui est mandaté pour coordonner l'ensemble de la démarche, parce que déjà, ce n'est pas forcément des approches, je prends les exemples RH, ce n'est pas forcément des approches qui sont tournées vers les risques aujourd'hui. Oui, les approches existent, évidemment qu'il y a des gens, et je pense que vos risques droits humains, si vous ne les appelez pas droits humains, sont gérés, mais ce n'est quand même pas forcément des approches par les risques, ce n'est pas forcément des approches qui couvrent l'ensemble des activités, notamment au niveau international. Voilà, c'est différent de dire on va avoir une politique diversité et inclusion et de dire on va avoir une politique non-discrimination pour aller identifier les personnes les plus vulnérables susceptibles d'être discriminées dans certains pays. Et voilà, donc ce n'est pas tout à fait la même approche. Et donc, je pense qu'il faut organiser la gouvernance en matière de droits humains pour s'assurer que c'est la bonne approche, même si le coordinateur n'est pas responsable. Et là, je vous ai mis l'exemple de Eramet, donc qui a fait un rapport spécifique sur les droits humains que je vous encourage à aller voir. C'est une des seules entreprises qui a fait, en plus des rapports annuels ou des plans de vigilance, un reporting droits humains. Donc, il y a L'Oréal, Total et Eramet en tant qu'entreprise française. Et donc, vous voyez qu'ils essayent de montrer un peu les différents enjeux, donc ressources humaines, communauté, les différents acteurs, éthique, les process transverses, on retrouve contrôle, audit, risque. Et à l'intérieur, il n'y a pas, on a une politique droits humains qui prend le tout, même s'ils ont une politique droits humains, ça renvoie vers des démarches existantes, des normes et donc des acteurs. Et c'est assez révélateur de la complexité, je trouve, de la gouvernance droits humains et de l'approche droits humains dans les entreprises. Ce qui est très important, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter, c'est ce dialogue avec les parties prenantes potentiellement impactées parce que c'est une condition vraiment d'effectivité des réponses que vous pouvez apporter et en toute bonne foi, si vous n'allez pas recueillir en quoi, quelles sont leurs attentes et en quoi vous pouvez les impacter négativement, c'est compliqué d'avoir des réponses adaptées et précises. Si vous regardez la définition de partie prenante, donc là au titre de la CS3D, donc vraiment au titre du devoir de vigilance, ce qui est différent peut-être des parties prenantes RSE que vous avez l'habitude de voir dans vos démarches. RSE, c'est plus large, il y a les investisseurs et les clients, l'autorité locale. Là, on est vraiment sur les parties prenantes impactées. Donc, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, je veux dire, là, c'est la première fois qu'on a vraiment une définition. Ça pose quand même des questions, sachant que je vous rappelle, la CS3D demande à l'échange constructif avec ces parties prenantes potentiellement impactées. Ça va quand même nécessiter beaucoup de travail et d'imagination pour les entreprises. Alors, quand même, c'est par rapport au risque. Encore une fois, si vous n'avez pas de site où il y a des communautés locales autour, vous n'allez pas dialoguer, si ce n'est peut-être sur la chaîne de valeur, avec les communautés locales. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes de dialogue parties prenantes droits humains, c'est tout ce qui est dialogue social. C'est la question des accords cadres internationaux avec les fédérations syndicales internationales. Et je vais vous donner l'exemple d'Engie après. C'est des comités de parties prenantes à RSE où on cherche à intégrer des experts
droits humains, donc des comités de parties prenantes institutionnalisés, hein, mais donc on va chercher par rapport à un risque spécifique, comme on le fait en matière environnementale, on va aller mettre quelque chose expert droits humains. Donc ça, c'est plutôt des choses institutionnalisées au niveau corporate. Et après, on peut avoir évidemment des consultations ad hoc selon les enjeux, s'il y a une controverse, s'il y a un enjeu spécifique dans un pays. Donc ça peut être au niveau groupe, mais aussi au niveau local. Tout ce qui est mécanisme de concertation autour des grands projets. Alors, on connaît bien ça en France, mais évidemment, on peut le faire à l'international en tant que de besoin. Et tout ce qui est mécanisme de réclamation aussi au niveau opérationnel, donc pour créer. Alors, c'est différent, un mécanisme de dialogue en prévention régulier avec des parties prenantes potentiellement impactées et le mécanisme de réclamation qui est en cas d'alerte. Mais la réalité, c'est que s'il y a un bon mécanisme de réclamation, ça permet à l'entreprise, à la partie prenante de venir vous voir et donc de créer quand même ce dialogue. Et donc, c'est quand même assez difficile de les différencier. Je vous donne deux exemples. L'accord cadre d'Engie, il y en a à peu près, j'en ai dénombré 7 ou 8 des entreprises qui avaient des accords cadres internationaux. Donc là, c'est avec les fédérations syndicales internationales. Donc ça couvre bien toutes les activités du groupe, toutes les filiales directes et indirectes contrôlées. Alors, toutes les entreprises ne le font pas. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a une tradition quand même de dialogue social, d'accord cadre. Souvent, ils sortent pas c'est pas les premiers, hein. Mais quand même, ça permet de fixer des engagements communs au niveau du groupe. Donc là, par exemple, Engie, c'est sur la question de la protection sociale, avec les congés de maternité, etc. Donc ça, c'est des engagements communs au niveau d'un groupe. Ça fait référence aux conventions de l'OIT. Et surtout, ça permet d'instaurer un dialogue un peu régulier, puisque souvent, il y a des comités monde, enfin en tout cas des comités liés à l'accord cadre, où ils parlent de devoirs de vigilance, où ils ont des indicateurs, où ils peuvent aussi traiter des alertes. Et donc, ça permet d'organiser ce dialogue autour des droits humains. Le deuxième exemple, c'est un exemple de Worker Voices. Worker Voices, c'est quoi? Ce sont des nouveaux dispositifs qui permettent d'aller dialoguer directement avec les travailleurs, notamment les travailleurs de partenaires ou les travailleurs de sous-traitants. Donc là, c'est l'exemple de L'Oréal à propos de conseillères beauté, donc c'est celles qui sont dans les magasins, hein, qui viennent vous conseiller sur le rouge à lèvres, etc. Et en l'occurrence, ces conseillères beauté étaient outsourced, enfin, c'était pas des collaborateurs directs. Et il y a eu un cas de harcèlement. Et donc, ils ont cherché à savoir quelle était la réalité dans un pays, je ne sais plus lequel, je crois que c'est un pays du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est. Ils ont cherché à savoir quelle était la réalité, en fait, est-ce que vraiment des pratiques de harcèlement. Et ils ont utilisé le dispositif Worker Voice, puisque ce sont des applis qui permettent d'aller toucher directement la personne, qu'elle peut faire remonter anonymement et facilement à travers à n'importe quel téléphone, dans une langue évidemment adaptée, ses conditions de travail ou éventuellement des alertes. Et ça, c'est des choses qu'on voit se développer en plus du dispositif d'alerte éthique que vous avez et qui peut évidemment être utilisé par le fournisseur, mais il y a des questions de communication, comment on va toucher directement les travailleurs des fournisseurs. Ça, ces dispositifs de Worker Voices, on en voit se développer dans des plantations, on en voit se développer dans des mines. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire partout, mais c'est là où il y a des risques ou des alertes qui ont été identifiées et ça permet de compléter utilement les audits parce que c'est un peu tout le long et surtout ça touche directement les travailleurs. Après, on a tout un exemple. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est difficile de vous donner des réponses toutes faites parce que ça dépend des enjeux. Donc, je vous ai mis quelques exemples. On a Michelin qui a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu, sur la question du salaire décent dont je vous parlais, alors, salaire vital, donc a annoncé mettre en place cette année, enfin garantir qu'ils allaient payer tous leurs collaborateurs avec un salaire décent. C'est aussi la question de la protection sociale. Ça, c'est un exemple qu'ils ont identifié qu'ils avaient peut-être des questions par rapport à certains métiers, qualifications dans les usines, etc. Le harcèlement fait partie des droits humains, hein, évidemment. Alors là, c'est l'exemple d'Engie qui a fait un guide sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et ce qui est intéressant avec le guide Engie, c'est qu'ils se sont basés sur les exigences de la loi française avec des référents, mais pour l'étendre à l'ensemble de leurs activités, notamment à l'international. On a un autre exemple, là, c'est au niveau d'un pays, c'est vraiment un enjeu très prégnant, c'est Vinci au Qatar, qui dès 2012-13 a mis en place ses propres mesures volontaires pour gérer la question des travailleurs migrants, de la santé et sécurité. Ils ont créé des comités de représentants des travailleurs, etc. Et pour pallier finalement à des systèmes de pratiques et des lois nationales 14 qui étaient clairement en deçà
des standards internationaux. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre les lois, mais en tout cas, il s'agit de regarder comment on peut aller plus loin. Et notamment en matière de santé et sécurité, c'est des choses que les entreprises font beaucoup, en fait, d'aller fixer un standard plus haut. Là où c'est possible. Et le dernier exemple, c'est Eramet, donc sur la question des peuples autochtones. Alors évidemment, l'extractif a beaucoup de sujets par rapport aux communautés locales. Et donc là, c'est comment ils vont identifier, comprendre la question des peuples autochtones, comment ne pas les impacter, alors même que souvent, c'est pas les entreprises directement qui ont déplacé ou impacté les peuples autochtones, c'est dans le cadre de partenariats publics-privés, c'est dans le cadre d'autorisation locale, environnementale, en fait, enfin, étatique, je veux dire. Et donc, voilà, et c'est l'entreprise, elle arrive et comment elle peut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif, que le consentement libre et éclairé a été bien regardé par l'État et dans quelle mesure, en restant à sa place, elle peut aller plus loin. Sur la chaîne d'appro, et j'en finirai par là, parce qu'il est 22, donc vous voyez, en fait, c'est l'idée d'agir, il faut parler de mesures standardisées. En fait, sur la partie achat, sur la partie relations commerciales, il y a plein d'endroits où vous pouvez agir, avoir des actions de maîtrise des risques une fois qu'ils ont été identifiés. Alors, il ne s'agit pas de les mettre tous, mais là encore, il y a une question de corrélation avec la sévérité des risques ou avec le type de partenaire commercial, fournisseur que vous avez identifié à risque. Si c'est un fournisseur très à risque, il faudrait, dans l'idéal, avoir due diligence pré-contractuelle, des critères dans les appels d'offres, la clause contractuelle qui est en général générale, mais aussi des systèmes d'audit ou de worker overseas, etc. Donc, c'est l'idée de panacher et c'est ce qu'on attend de vous, en fait. Ce qu'on attend de vous, c'est qu'à partir des résultats de la cartographie des risques achats, vous allez pouvoir démontrer que vous avez déclenché un peu des mesures de gestion tout le long, parce que vous pouvez pas, c'est pas un audit qui va régler toute la question, c'est pas un critère dans l'appel d'offres qui va régler toute la question. De toute façon, la réalité, c'est que vous pouvez pas anticiper toute violation d'un droit humain par vos relations commerciales. En revanche, vous pouvez mettre des piqûres un peu partout pour avoir la meilleure visibilité possible et essayer de gérer le plus possible. Donc, pré-contractuel, critères dans les appels d'offres, les due diligence éthiques, j'en parlais tout à l'heure, il y a de plus en plus de critères droits humains qui sont intégrés, y compris sur les due diligence des fournisseurs. Les politiques achats responsables, alors je pense que toutes les grandes entreprises en ont, mais c'est la question de, donc les fonds signés, donc c'est la question de faire connaître ces engagements. Sur l'exécution de contrats, donc on a les audits sociaux qui sont qui sont critiqués d'ailleurs par les ONG en disant qu'ils devraient être spontanés, que ça permet d'avoir une idée à temps zéro, qui sont très préparés, peut-être, mais enfin, la réalité, c'est que tout le monde n'en fait pas et que c'est déjà assez contraignant pour vous de le faire. Donc, ça fait partie des mesures de maîtrise des risques. Les évaluations plutôt type EcoVadis, donc là, c'est les pratiques, c'est regarder ce qui est fait, la performance, on va dire la performance RSE droit humain de l'entreprise, comment elle s'améliore, les workers aussi, j'en ai parlé, et aussi la formation et l'accompagnement des acheteurs pour leur faire comprendre c'est quoi les risques de droits humains, où est-ce qu'eux peuvent agir, s'ils vont faire des visites fournisseurs pour autre chose, est-ce qu'ils peuvent détecter peut-être quelque chose qui va manifestement pas et engager la discussion, mais aussi autour des clauses, hein, il y a beaucoup de discussions autour des clauses, c'est aussi l'occasion de rappeler les engagements de l'entreprise et de s'interroger si un fournisseur ne veut pas signer telle ou telle clause et pourquoi. Alors souvent, les petits fournisseurs, ils signent et puis ils ne savent pas trop à quoi ils s'engagent, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ce qui pose la question de la viabilité et de l'opposabilité des clauses. Mais enfin, c'est un outil comme un autre. Et enfin, les initiatives sectorielles, j'en ai parlé. Je finirai par là avec l'exemple de Michelin, qui, eux, depuis un certain temps, ont mis en place des mesures de gestion des risques sur la partie caoutchouc naturel. Alors évidemment, le caoutchouc est très important pour Michelin, est un produit plus que stratégique. Mais donc, ils ont mis en place des systèmes de vérification dans les plantations, et c'est sous la forme d'une application qui s'appelle Rubberway. Et là, aujourd'hui, ils l'ont ouvert aussi à leurs pairs, aux autres entreprises du secteur du caoutchouc, pour essayer toujours de renforcer, il faut bien des leaders, hein, pour renforcer l'influence collective aussi qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ça va assez loin parce qu'il y a des systèmes de géolocalisation, etc., liés à la déforestation notamment. Mais donc, c'est un bel exemple de gestion d'une chaîne d'approvisionnement particulièrement à risque, je trouve, mais
bien sûr beaucoup d'autres. Voilà, il est 26. Est-ce que vous avez une question? C'est un tour très, très complet, Charlotte, dont je te remercie, nous te remercions. Moi, j'ai une petite question dans ta pratique. Est-ce que tu vois des inconvénients ou des possibilités de... Parce que finalement, la gestion des fournisseurs, c'est très semblable à ce que fait ce qu'on est obligé de faire sous Sapin 2. Et en même temps, ce n'est pas forcément les mêmes cibles. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des difficultés à regrouper ces deux évaluations dans ton expérience? Alors, en termes de cartographie des risques ou l'évaluation des pratiques? Je pensais surtout à l'évaluation des pratiques parce que je pense que la carto, elle est tellement différente. Enfin, dis-moi ce que tu as Oui, vu. bien sûr. Oui, non, les facteurs de risque sont différents. On ne va pas arriver sur les mêmes. Alors, bien évidemment, il y a un contexte pays souvent qui est un peu identique. Quand il y a des pays à risque en matière de corruption, ils sont souvent aussi à risque en matière de droits humains. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait, si je peux dire? Ce que je peux dire, c'est que les référentiels d'audit que je vois, externes ou internes, souvent quand même vont regarder les pratiques de gouvernance de corruption. Je parlais des Covadis, et Covadis, c'est sur l'ensemble des sujets RSE, donc y compris droits humains. Donc, profiter d'une évaluation pour aller regarder l'un et l'autre, voilà. Est-ce que des liens, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Là, on est en train de faire une étude sur les liens entre corruption et droits humains. On a fait tout un tour des entreprises sur comment. Alors, déjà, on a regardé les plans de vigilance, c'est très, très peu fait, le lien. Et on a interviewé un certain nombre d'entreprises qui nous disent, en fait, déjà, c'est des obligations juridiques différentes. En termes de carto, on l'a dit, c'est pas les mêmes notions de risque qu'on va essayer de capter. Et même s'il y avait un lien qui pouvait être fait, c'est-à-dire qu'on aurait un fournisseur qui corrompt et qui, en plus, fait une violation des droits humains, finalement, on n'ira pas forcément le traiter, si ce n'est dire que le fournisseur est à risque sur les deux. Enfin voilà, c'est pas nous-mêmes dans une filiale. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que ça entraînerait des réponses, l'intérêt d'une réponse mutualisée, parce que vraiment, c'est des acteurs souvent différents dans les entreprises. Donc, moi, je pense que les mutualisations, elles sont possibles en termes de process et d'outils, parce que, je ne sais pas, si on prend les due diligence, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui, qui est formalisé. Donc, ça serait dommage de se priver de ne pas aller ajouter des critères droits humains, sur l'analyse du risque pays, etc. aussi. Voilà. Ou sur les dispositifs d'alerte, c'est les mêmes de toute façon. Donc, c'est dommage, ça serait dommage de ne pas utiliser les processus qui existent, ça serait, voilà, en termes d'énergie. Mais là, aujourd'hui, de ce que je vois des pratiques des entreprises, et je me pose encore l'intérêt d'aller plus loin en termes de fonds sur allier corruption, droits humains, système corruption, droits humains. Mais on est à la demi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une ou deux questions avant qu'on termine? Bon. Alors, je n'ai plus qu'à te remercier, Charlotte, de la part de toute la commission gouvernance et éthique, pour un tour très, très complet de l'horizon des droits humains qui impactent les entreprises. Et à très vite pour une prochaine réunion. En ce qui me concerne, moi, Catherine, ça fait depuis 2017 que je co-préside cette commission. À la fin de cette année, je cède ma main à Sophie Leclerc et Stéphane Alaphilippe, avec qui on avait fait trio depuis quelques années, pour qu'ils continuent sans moi, mais je serai comme vous tous des participants aux prochaines commissions. Voilà, merci à tous d'avoir assisté et bonne fête de fin d'année pour ceux qui fêtent. À très bientôt. Merci à tous, au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.